Alors voilà, nous sommes en direct Mhm. sur TV Maelstrom dans l'Iran, dans le Maelstrom de l'Iran. Donc c'est le nom que nous avons choisi, le titre que nous avons choisi pour ce cycle de rencontres. Donc vous avez vu le premier épisode pas plus tard que jeudi dernier avec Evrahim Baran, et où nous avons appris un petit peu plus de son œuvre et de ce que voilà, de ce qu'il faisait. Donc j'essaie de partager le lien sur ma page. Là j'ai du mal, mais c'est pas grave. J'y arriverai après. L'essentiel est ailleurs. Donc nous sommes sur la page de la Maison des Voyageurs d'Anderlecht, qui nous a fait l'honneur de nous inviter à penser à 3 entretiens en ligne, comme c'est la mode pour l'instant. Et ça va le rester longtemps, je le crains. Enfin, ça va aussi, ça prend son essor, et c'est pas plus mal, hein, c'est intéressant. Mais j'espère qu'on pourra faire aussi de nouveau des rencontres en vrai quand même. Parce qu'entre Italiens et Iraniens et passionnés de l'Iran, se voir que par Zoom, c'est un peu moche. Avec des Marseillais en plus. Donc, merci à Mehdi, qui est le responsable de la Maison des Voyageurs, qui nous a confié cette tâche. Voilà. De temps en temps, je publierai des petits commentaires. Hein, c'est le petit plus que ce programme nous permet par rapport à d'autres programmes. Euh, et, euh, et donc, il se fait qu'il y a quelques mois, nous avons fait la rencontre de Franck et de Niloufar. Vous étiez passé à la librairie Maelstrom, vous avez parlé avec Marcello. Et puis, après l'été, nous nous sommes vus sur ce projet, qui est encore à l'état de projet, en travail, en voie de travail éditorial, sur une anthologie, on va dire, arbitraire, parce que toute anthologie est arbitraire toujours. Vous allez nous expliquer le sens de vos choix. Des voix féminines de la poésie persanophone. Alors, avant de nous expliquer cela, je vais vous inviter d'abord, vous deux, Franck et Niloufar et Franck, à vous présenter. Vous êtes poètes tous les deux, poétesse et poète, et traducteur, traductrice. Oui. Niloufar. Alors, je suis une Iranienne de France. Je suis arrivée en France il y a très longtemps, aux environs de 78-79, donc une date marquante dans l'histoire de l'Iran contemporain. Ça correspond à la révolution islamique, l'instauration d'un nouveau régime dont vous avez entendu parler. Ma famille a quitté le pays à ce moment-là. Pas tellement pour des raisons politiques, mais dans le mouvement de départ de toute une diaspora favorisée par un contexte. Et donc, je me suis retrouvée en France. Et donc, je suis devenue française de culture, de formation. Et donc, j'ai été baignée dans la culture française que j'ai adoptée totalement, puisque je suis devenue enseignante de littérature française, que j'ai enseignée en partie à l'université, puis dans diverses institutions, établissements internationaux, européens. Et je suis revenue en fait assez tardivement au persan et à la littérature persane et à la traduction grâce à mon ami Franck, ici présent, haut marnais de naissance, qui m'a servi l'Iran sur un plateau, donc ça c'est très amusant, qu'un Français de souche me serve l'Iran sur un plateau. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc c'est une rencontre amicale, c'est une amitié qui nous a conduits à travailler ensemble. Je crois que Franck, par amitié pour moi, s'est mis au persan il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Et nous avons cheminé ensuite ensemble, main dans la main. Alors cet intérêt de l'Iran, évidemment, était présent chez moi, c'est-à-dire que je n'ai jamais complètement perdu contact avec la langue et cette culture, mais je souhaitais approfondir, en tout cas, cette langue maternelle, paternelle,
et dont je sentais tout le potentiel poétique, littéraire, et étant donné que j'étais spécialiste de littérature, ça me parlait très fortement. J'entendais la musique de cette langue, qui est quand même très, très particulière, très forte, très belle, et j'avais envie de m'y replonger. Donc ça a été une lente reconquête, qui n'est pas terminée d'ailleurs, parce que c'est un travail de longue haleine, et que ouvrir la porte de la poésie persane, c'est ouvrir... c'est la caverne d'Ali Baba. Enfin, je veux dire, c'est des richesses sans fin. C'est un monde d'une grande profondeur. Donc voilà, je suis très heureuse d'y être revenue petit à petit, et donc ce chemin se poursuit. Alors, avec Franck, nous avons traduit il y a quelques années, donc à peu près 5-6 ans maintenant, une grande partie des poèmes du cinéaste iranien Abbas Kiarostami, que les Européens connaissent parce que son cinéma a été largement diffusé, commenté, admiré en Europe. C'était aussi un poète, donc c'était un cinéaste qui était aussi poète, et donc nous avons traduit un certain nombre de ses poèmes pour la collection Poépsie chez RS. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à traduire d'autres choses. Et ce travail de traduction nous a aussi amené nous-mêmes à écrire de la poésie. C'est comme ça que Franck vous parlera de ses poèmes, mais on est arrivé nous aussi à avoir envie d'écrire nous-mêmes nos propres textes et à en publier quelques-uns. Donc voilà rapidement en ce qui me concerne ce parcours, ce retour vers l'Iran et la langue. Et donc pour vous deux, donc Franck va se présenter, mais donc pour vous deux, l'arrivée à la poésie s'est faite à partir de la traduction? Pour moi, oui. Ok. Franck, c'est un peu différent. Et pour toi, Franck, qui es-tu, Franck? Qui suis-je? Niloufar m'a déjà présenté à travers sa propre présentation. Donc, on pourrait dire que j'ai mes racines effectivement en Champagne, en Haute-Marne. Actuellement, je vis à Marseille. Et ce mouvement du nord-est de la France vers le sud de la France, vers la Méditerranée, me semble assez représentatif de mon parcours en général, plus au sud, plus vers la Méditerranée, plus vers l'Orient aussi. Effectivement, mon parcours m'a amené d'abord vers l'Italie, vers les beautés de l'Italie, vers la culture italienne, vers la poésie italienne, vers des amours italiennes également. Et j'en suis venu à traduire de la poésie italienne depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. J'ai traduit pas mal de poètes et de poétesses italiennes avec beaucoup de bonheur. Et un peu plus tard, je me suis mis à traduire de la poésie persane en collaboration toujours, et d'abord en collaboration avec Niloufar. Et ma rencontre avec l'Iran s'est faite d'abord par l'intermédiaire de Niloufar. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans maintenant, c'était en Italie. Et donc dans ce magnifique contexte de la Toscane au printemps, je découvre la culture italienne, les paysages italiens et l'Iran à travers ce que Niloufar m'en racontait. Et c'est noué là mon attachement, mon amour pour la culture iranienne, pour la poésie persane, pour la musique d'Iran, pour la culture d'Iran de façon générale. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre peu à peu la langue persane et à m'immerger dans la culture d'Iran, ou plutôt à m'en imprégner, à m'en nourrir de façon profonde, intense. Et ça passe par des relations humaines très fortes. Et effectivement, mon premier rapport avec l'Iran a été par la traduction, de même que j'avais traduit de la poésie italienne. Et tu posais la question, David,
de savoir si l'écriture de la poésie nous était venue à partir de la traduction de la poésie italienne ou persane. C'est bien mon cas. Il y a d'abord eu la traduction de la poésie et ensuite l'écriture de poésie. Et d'ailleurs, mon premier recueil s'intitulait Poésie persane. Mon premier recueil en écriture propre était un hommage à la culture persane, à la poésie persane, à mes amitiés iraniennes. Et donc, mine de rien, il y a toujours ce lien entre l'Iran et l'Italie, même quand on ne le veut pas, quoi. Donc, j'ignorais ce... L'Iran Voilà. et l'Italie sont deux pays frères. Entre iranien et italien, il n'y a que quelques consonances comme ça. Le drapeau est quasiment le même, d'ailleurs. Oui, exactement. Et d'ailleurs, nous-mêmes, enfin, quand j'ai découvert l'Italie en même temps que Franck, donc dans les années 90, 90, en fait, l'Italie, lapsus révélateur, l'Italie m'a fait l'effet d'un deuxième Iran. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en Italie quasiment chez moi. C'était un phénomène très étrange. Donc, je pense, oui, qu'il y a des vibrations communes. Et aussi, mais ça me refait penser à quelque chose dont je n'ai pas parlé l'autre soir avec Ebrahim, mais effectivement, l'une des choses que je lui avais dites pour son premier roman, c'était donc Pressé Immobile, où il décrit une des villes du nord de l'Iran, dont j'ai oublié le nom, de là où il vient d'ailleurs. Et je trouvais que la façon dont il décrivait cette ville iranienne et les Iraniens de cette époque-là me faisait penser beaucoup à l'Italie des années 60. Oui. Surtout au sud de l'Italie, enfin à Naples, à la région de Naples, etc. Donc, oui. Et donc c'était assez fascinant. Je lui avais dit cela, ben, il en souriait parce qu'après, après il a voulu vérifier. Il est quand même parti quelques jours en Italie pour voir si ça lui rappelait le pays. Excusez-moi, mais le chat, j'avais pas prévu. Voilà. C'est Mona qui est italienne aussi. Hein. Je vois que nous saluons sur Facebook des amis italiens et iraniens. Oui. On a Maïra Ouedoun. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Maïra, oui, c'est une très chère amie libanaise. Bonsoir Héloïse, très chère amie italienne. Et Sara Capoccioni, qui est une de nos grandes personnes qui suit, en fait, qui habite Mons, qui est italienne de Mons, et qui suit beaucoup ce qu'on fait sur Internet. Et d'ailleurs, qui suit aussi en venant d'ailleurs à la boutique, comme samedi prochain ou durant le festival, parce que nous pourrons faire un festival en extérieur, mais on le fera quand même. Deuxième grande question, c'est qu'est-ce qui vous a, comment a émergé ou a surgi ce projet de dédier un travail aux poétesses femmes, donc, à ces voix féminines, et pourquoi de langue persanophone, et donc on peut supposer donc pas que iranienne. Et donc vous expliquez aussi, parce que bon, le public averti qui en vaut deux le sait probablement, hein, que le persan est une langue qui dépasse le territoire de l'Iran. Le farsi ou le persan donc dépasse le territoire de l'Iran, mais c'est peut-être pas tout le monde qui le sait non plus. Donc ça vaut peut-être la peine aussi de dire un petit mot là-dessus. Alors, effectivement, le persan est parlé, on le sait bien, en Iran, actuellement. Actuellement, il est parlé dans d'autres pays que l'Iran. Il est parlé de façon très majoritaire en Iran. Il est parlé par une grosse moitié de la population en Afghanistan. Les Afghans, pour la moitié d'entre eux, parlent un persan, une forme un peu particulière du persan qu'on appelle le dari. Le dari, c'est du persan, disons, pour faire vite et pour caricaturer un peu les choses, c'est du persan un peu ancien, on va dire. Mais les Afghans qui parlent le dari et les Iraniens qui parlent le persan se comprennent très très bien. Par ailleurs, au Tadjikistan, on parle une langue qui s'appelle actuellement le tadjik, mais le tadjik, c'est aussi une forme un peu particulière du persan.
Le persan d'Iran et le persan d'Afghanistan, qu'on appelle le dari, s'écrivent dans un alphabet qui est grosso modo l'alphabet arabe, mais avec quelques particularités propres à la langue persane, et on appelle cet alphabet l'alphabet perso-arabe ou arabe modifié. Et le fait assez rare est que le persan du Tadjikistan, le tadjik, s'écrit dans un autre alphabet, qui est l'alphabet cyrillique. Les soviétiques ont imposé au Tadjikistan dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, l'alphabet cyrillique. Jusqu'alors, les Tadjiks utilisaient l'alphabet perso-arabe et à partir des années 30, ils ont été obligés d'utiliser l'alphabet cyrillique modifié, lui aussi, avec quelques caractères propres à la langue tadjike. Et aujourd'hui, les deux alphabets au Tadjikistan coexistent, mais c'est plutôt l'alphabet cyrillique qui reste utilisé. Donc voilà une langue aujourd'hui qui, dans ses différentes variantes, s'écrit en deux alphabets différents. C'est assez notable. Mais le persan, au cours de l'histoire, s'est parlé dans d'autres pays encore. Le persan s'est parlé dans tout l'empire perse. Il se parlait dans l'actuelle Turquie, il se parlait dans l'actuelle Inde, il se parlait en Ouzbékistan, en Arménie, en Azerbaïdjan. Et il y a donc eu historiquement des poétesses et des poètes persanophones dans une ère géographique extrêmement vaste. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a des poètes persanophones et des poétesses persanophones dans le monde entier, puisque les Iraniens, les Iraniennes et les Afghans, les Afghanes persanophones ont émigré dans le monde entier et pour un certain nombre d'entre eux, écrivent de la poésie dans leur langue d'origine, dans leur langue maternelle. Et donc, ça fait un ensemble de voix poétiques au cours de l'histoire et aujourd'hui qui se trouvent dans une ère géographique vraiment très vaste. Et quand le projet est né, la question s'est posée de savoir si on allait limiter cette anthologie de voix persanophones au seul Iran, ou si on allait ajouter l'Afghanistan, ou si on allait ajouter ceci, cela, de fil en aiguille, on pouvait ajouter beaucoup, beaucoup de choses en réalité, beaucoup, beaucoup de voix. Et il est apparu au fil de discussions avec des amis iraniens, des amis afghans, il est apparu que ça avait plus de sens d'ouvrir très largement cette anthologie à tout l'univers persanophone, à tout l'univers de la poésie persanophone au cours de l'histoire. Il y a une unité linguistique malgré quelques variations d'une ère à l'autre. Il y a une unité linguistique, il y a aussi, jusqu'à une époque très récente, une grande unité culturelle, une grande unité d'esprit. Alors aujourd'hui, les choses varient, divergent d'un pays à l'autre, mais il y a une grande unité et à ce titre-là, il paraissait nécessaire et très intéressant et plus original aussi d'ouvrir très largement le projet à toute l'ère et à toute l'histoire persanophone. Pour ce qui est des femmes, Niloufar, tu veux en parler un peu? Alors, le choix des femmes, au départ, c'est le projet de Franck que j'ai rejoint en cours de route, mais évidemment, de donner, rendre visible, donner un peu de visibilité à des femmes qui, pour la grande majorité, sont inconnues, même dans le monde persanophone. Hein. C'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire pour une fois faire entendre les voix féminines contemporaines des grandes voix masculines que l'on connaît dans le monde persanophone. Et on s'aperçoit que ces poétesses que nous avons dénichées, que Franck a dénichées, sont des poétesses très très peu connues et sans doute la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a sans doute énormément de femmes qui ont écrit, mais qui sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Il y a sans doute énormément de poèmes perdus, énormément de textes restés dans l'ombre. Et donc, nous avons là quelques
quelques échantillons sauvés du naufrage du temps, de l'histoire, de ces femmes qui sont, depuis le Moyen-Âge, hein, le premier texte là date du 9e siècle, depuis le Moyen-Âge, donc des voix qui méritent d'être entendues. Et qui n'ont rien à envier, quand on revoit la qualité des textes, qui n'ont pas grand-chose à envier aux grands modèles masculins, aux grands poètes masculins de leur temps. Et on verra alors que ces poétesses occupent les deux extrêmes d'un spectre social. D'un côté, nous avons les courtisanes, des poétesses qui étaient des musiciennes, des courtisanes, des femmes, on va dire, de divertissement, sorte de geisha orientale. Et de l'autre, les princesses, l'aristocratie, les reines, donc les femmes de pouvoir qui, elles, avaient toute liberté d'expression. Donc, aux deux extrêmes de ce spectre, les femmes pouvaient s'exprimer pour des raisons opposées, mais toute la grande majorité était silencieuse, évidemment. La grande majorité, si elle s'est exprimée, l'a fait de manière silencieuse, cachée, secrète. Donc, c'était intéressant pour nous de faire entendre ces femmes qui sont les porte-paroles de toutes les femmes de leur temps, évidemment, dans leurs préoccupations, dans leurs regards, leurs revendications, parfois. Oui, et par ailleurs, un grand nombre, disons un certain nombre de ces femmes ont payé un prix très élevé au fait d'écrire de la poésie et de vouloir exprimer leur voix, faire entendre leur voix par l'art, par la culture, par la poésie. La première des femmes qui figure dans l'autologie est une femme qui a vécu dans l'actuel Afghanistan, et cette femme l'a payé de sa vie. Et beaucoup de femmes ont payé un prix extrêmement élevé au fait d'écrire de la poésie. Jusqu'à une époque récente, les femmes qui ont voulu parler par la poésie, qui ont voulu s'exprimer par la poésie, jusqu'au XXe siècle, ont payé tout simplement un prix très élevé. C'est le cas de Folur Falorzod, qui a voulu s'exprimer librement par la poésie, et le prix a été considérable pour elle. Elle ne l'a pas payé de sa vie, mais on en parlera assurément un peu plus tard. Elle a payé un prix vraiment très élevé pour écrire, pour être artiste et pour créer. Et je trouve absolument essentiel de faire entendre les voix de ces femmes et de les porter et de les faire résonner et de les porter haut, en fait. Et par ailleurs, quand je m'intéressais de près à la poésie italienne, quand j'en traduisais beaucoup, il m'est arrivé un certain nombre de fois de traduire des voix de femmes et de porter publiquement des voix de femmes. Et j'ai été déconcerté, parce que je ne m'y attendais pas, j'ai été déconcerté au début qu'on me pose la question régulièrement, pourquoi traduire des femmes et pourquoi lire publiquement des voix de femmes? Parce que j'étais un homme, on me posait cette question. Il me semble qu'on ne pose pas cette question à une femme qui traduit des hommes ou qui lit publiquement des voix d'hommes. Or, je voyais qu'on me posait la question. Eh bien, puisqu'on me posait la question, je trouvais d'autant plus intéressant de continuer à le faire avec la poésie persanophone. Alors, ça peut être un premier moment, maintenant, peut-être pour faire entendre ces voix, parce que là, vous nous donnez envie de les entendre. Oui. Vous avez parlé de deux voix, donc la première du 10e siècle, oui, des années 900, et puis une deuxième plus récente, dont on pourra entendre peut-être une version en français, puis on a une petite vidéo à montrer où on entend Forouk elle-même dire ces textes. Alors, j'ai parlé à l'instant de cette première voix poétique qui figure dans l'anthologie, c'est la voix de Rabia Balkhi, Rabia de Balkh. Balkh, c'est une ville de l'actuel Afghanistan, et Rabia de Balkh a vécu à cheval sur le 9e et le 10e siècle. Cette femme
appartenait à la société élevée de son temps. Elle vivait dans un milieu nobiliaire et elle s'était prise d'un serviteur. Son frère était évidemment en très fort désaccord avec ses amours subalternes à ses yeux, et il a fait jeter ce serviteur dans un puits où il est mort, et il a fait enfermer sa sœur dans un bain, dans un hammam, pour qu'elle y meure, faute de manger et de boire. Et Rabia Balri s'est suicidée en se taillant les veines, et on dit qu'elle a écrit sur les murs du hammam de son sang le poème que je vais vous lire. Rabia Balri est devenue en Afghanistan le symbole, une sorte de symbole des malheurs des femmes d'Afghanistan et le malheur des femmes qui veulent être libres en écrivant de la poésie et libres de leurs amours, libres de leurs désirs. Il y a un film du milieu des années 70 qui est consacré, un film afghan qui est consacré à Rabia de Balkh, et en Afghanistan, un certain nombre d'écoles portent le nom de cette poétesse. Je vais vous lire en français le poème si célèbre de Rabia de Balkh, qu'elle aurait écrit de son sang sur les murs du hammam où son frère l'avait fait enfermer. Son amour m'a saisi à nouveau de son lien. Mes efforts jusqu'ici ne me servent de rien. L'amour est une mer au rivage lointain. S'évertuer à nager, homme sage et très vain. Pour qui veut de l'amour connaître les plaisirs, ce qui un jour déplaît, plaît dès le lendemain. Il faut voir d'un même œil chose belle ou laide, savourer sans ciller le poison ou le vin. Je voulais demeurer animal indompté, j'ignorais que tirer sert encore le lien. Merci. Et l'autre poétesse dont je parlais, c'est la grande poétesse dont tu viens de citer à nouveau le nom, David, en persan Forough Farrokhzad, à la française Forough Farrokhzad. C'est une femme qui est née dans les années 30 du XXe siècle et qui est morte en 1967. C'est une voix qui nous est très chère à Niloufar et à moi. C'est une femme qui compte pour nous, c'est une voix poétique qui compte pour nous, et en général, quand on entend la voix de Forough, c'est une voix qu'on garde dans le cœur. Forough s'est mariée jeune. C'était une jeune femme avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, et elle a imposé à ses parents, elle a imposé à son père, colonel du Shah, elle a imposé à son père, ce petit bout de femme a imposé à son père de se marier jeune, à 18 ans, avec son cousin, beaucoup plus âgé qu'elle. Personne ne voulait de ce mariage, elle impose ce mariage. Elle a un enfant, et elle se rend compte qu'elle s'est complètement fourvoyée. Cette vie n'était pas du tout celle qui lui correspondait intimement. Elle veut écrire, elle veut traduire, elle veut voyager, elle veut créer, elle sent en elle un débordement de vie. Elle écrit, elle assume le désir qui est le sien, les désirs qui sont les siens, elle crée, et elle en paye un prix effectivement très élevé, c'est-à-dire qu'elle divorce, elle obtient le divorce de son mari, mais le prix à payer, c'est qu'elle ne verra plus jamais son petit garçon de son vivant. Entre le moment où elle a divorcé et le moment où elle est morte dans un accident de voiture en 67, elle a vu 2 ou 3 fois son petit garçon à la sortie de l'école en se cachant parce qu'elle n'avait pas le droit de le voir. Et donc le prix à payer a été celui-là pour Forough Farrokhzad, le prix du déshonneur, le prix d'être une dévoyée, le prix d'être une poétesse dévoyée, en fait. Et nous allons lire quelques poèmes de Forough.
commence. Alors, je vais lire un poème qui s'appelle Le couple, et je vais le lire tout d'abord en persan. جفت شب می آید و پس از شب تاریکی و پس از تاریکی چشم‌ها، دست‌ها و نفس‌ها و نفس‌ها و نفس‌ها و صدای آب که فرو می‌ریزد، قطره 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 از شعر. بعد دو نقطه سرخ از دو سیگار رام، تیک تاک ساعت و دو قلب و دو تنهایی. Le couple. Arrive la nuit, et après la nuit, les ténèbres. Et après les ténèbres, les yeux, les mains, les souffles, les souffles, les souffles. Et le flic-floc de l'eau qui tombe du robinet, goutte à goutte, à goutte. Puis les deux points rouges de deux cigarettes allumées et le tic-tac de l'horloge, et deux cœurs, et deux solitudes. Merci. Niloufar, tu voulais lire un autre? Oui, on continue sur Foulour alors. Oui, hein, parce qu'on a parlé d'L2. Donc, Oui. Alors Foulour, il faut savoir que c'est une icône en Iran. C'est plus qu'une poétesse, c'est une sorte de figure emblématique à laquelle toute une génération s'est identifiée de façon immédiate. C'est une femme par qui le scandale est arrivé, puisque très jeune, elle a publié des poèmes extrêmement explicites et osés pour l'époque et le milieu où elle était, donc l'Iran conservateur des années 50 et 60. Et le poème qui l'a rendu célèbre, qui l'a fait vraiment connaître, est un poème qui s'intitule « Le péché », où elle parle très clairement d'une relation sexuelle adultère, non autorisée, dans un pays où, évidemment, c'est moralement condamnable et religieusement condamnable. Alors, ce poème qui a fait scandale a été d'autant plus subversif, transgressif, que c'est une voix féminine qui assume le désir pour la première fois. Une voix féminine qui n'est ni dans l'attente, ni dans l'éploration, mais qui est dans la revendication d'un plaisir assumé dans le péché. C'est extrêmement transgressif. Et donc, ce poème l'a rendu célèbre. Je vais le lire d'abord en persan, en essayant de rendre la musique de la langue, et ensuite je lirai la traduction en français. گناه کردم، گناهی پرز و لذت، در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جو و آهنین بود. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگاه کردم به چشم پرز و رازش. دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پرنیازش.
در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را می خواهم ای جانانه من، تو را می خواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه من. هوس در دیدگان شعله افروخت، شراب سرخ در پیمانه رقصید، تن من در میان بستر نرم به روی سینه اش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. Alors la traduction de ce poème, le plus célèbre peut-être de toute la poésie contemporaine persane, le péché. J'ai péché, un péché lourd de plaisir, dans une étreinte ardente, incandescente. J'ai péché dans des bras d'acier, brûlants et triomphants, en un lieu écarté, sombre et silencieux. J'ai regardé ses yeux où tremblait un mystère. Dans ma poitrine, mon cœur fébrile frémissait à sentir le désir de ses yeux où tremblait une soif. En un lieu écarté, sombre et silencieux, j'étais assise et perdue à côté de lui. Ses lèvres sur mes lèvres ont versé le désir et guéri de ses peines mon cœur fou. J'ai murmuré à son oreille des histoires d'amour. Je te veux, mon bien-aimé, je te veux, étreinte de vie, ô mon aimé fou. Le désir comme une flamme brillait dans ses yeux. Le vin rouge dansait dans une coupe, dans le lit doux. Contre sa poitrine, mon corps ivre frémissait. J'ai péché, un péché lourd de plaisir, à côté d'une idole frémissante et pâmée. Ô Dieu, comment saurais-je ce que j'ai fait, en un lieu écarté, sombre et silencieux. Merci. Et il me semble, donc voilà, je mets le nom de la poétesse, oui. hein, citiez, parce oui, que je prononce évidemment mal. C'est pas un nom qu'on retient tout de suite, non plus facilement. Il y a des noms plus simples. Hafez et Rumi, c'est rapide. Déjà Sohrab Sepehri, c'est compliqué. Oui. Alors, Forouk, Farrokhzad. Ça veut dire la lumière, Foulour, si ça peut aider. Ouais. Et en fait, il y a non, nous, on a connu cette poétesse mais suite à notre publication de Sohrab Sepehri. Nous avions demandé un petit peu des informations hein, sur d'autres poètes et poétesses. Et nous avons découvert que Lettres persanes en France avait publié quelques livres de Foro. Et donc, et j'attendais le moment où nous pourrions publier un livre d'elle, en fait. Voilà. Ça, c'est un livre. Alors oui, ça c'est une partie des poèmes aux lettres persanes, donc Foulour Farrokhzad. Ouais. Voilà. Une partie, donc chez Lettres persanes, qui est cet éditeur parisien Jalol Alovinia, donc qui est un monsieur iranien. Et donc ce sont ces poèmes de la période de la 54-67. Et plus tard, il a publié l'œuvre poétique complète de Foulour. Donc l'œuvre poétique complète dans une traduction française. Ben, ça veut dire, voilà, c'est le livre qui nous manquait, parce qu'on avait les autres livres, en fait, précédents, oui. Publiés par Lettres persanes, mais donc ces œuvres complètes, on va les commander pour notre librairie au plus vite. Et on va peut-être entendre alors, vu que
tu nous as envoyé un lien Oui. alors d'une vidéo où on l'entend, on la voit pas, mais on l'entend. Oui. On On a entend gardé, on a gardé 4 poèmes de Faulour lus par elle-même, en fait. On a 4 enregistrements de ces poèmes lus par elle-même. Alors, voilà, ici, on va enclencher, on va écouter la voix. Et voilà, c'était pas le bon lien qui est démarré, mais le voilà. بیش از اینها بیش از اینها میتوان خاموش ماند، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار. میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد. کودکی با بادک های رنگینش ایستاده زیر یک تاقی، گاری فرسوده میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید. میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور، اما کر. میتوان فریاد زد با صدایی سخت کاذب، سخت بیگانه، دوست می‌دارم. میتوان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را. میتوان تنها به حل جدولی پرداخت. میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دلخوش ساخت. پاسخی بیهوده آری 5 یا 6 حرف. میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت. میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنه‌ای پنداشت. میتوان چون آب در گودال خود خشکید. میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسک فوری در ته صندوق مخفی کرد. میتوان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مصلوب یا مغلوب را آویخت. میتوان با صورتک ها لختی دیوار را پوشاند. میتوان با نقش های پوچتر آمیخت. میتوان همچون عروسک های کوکی بود با 2 چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه ماهود با تنی انباشته اسکا سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. Quelle voix, hein. Oui, c'est magnifique. Enfin, on sait que les orientaux sont quand même des champions dans... Oui, ça continue sur autre chose. Voilà. Donc on sait les orientaux faire un art de la diction de la poésie. Hein. Oui. Ça, c'est même ça se travaille, ça s'étudie à l'université, etc. Au lycée déjà, en fait. Ouais, au lycée déjà. Oui. Et donc on voit les amis qui commentent. Donc je remets un peu des commentaires que j'ai pas mis pendant.
Christine Guinard qui a l'air de te connaître. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Oui, nous avons été collègues. Nous avons été collègues. Qui est une poétesse aussi, française. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je proposais oui, pardon. Merci du partage parce que c'était très beau et nous manquons souvent dans certaines tranches d'époque, nous manquons d'archives ou d'archives sonores. Oui. On en a beaucoup après les années 60, hein, c'est les années 50, après les années 50, 60, d'un peu partout, mais voilà, il y a des gens qui font, des gens comme Anne Waldman, qui est une de nos amies, une poétesse américaine qui a créé avec Allen Ginsberg la Naropa Institute, avec un grand travail d'archivage justement des enregistrements sonores du monde entier. Et c'est important quand on entend cette voix. Hein, alors ça n'a rien à voir, mais chose que je vous conseille aussi de rechercher sur Internet, c'est un poète d'origine italienne, mais qui était perçu comme argentin, Antonio Porcia. Ah oui. Il a écrit qu'un seul livre sans jamais l'avoir écrit, parce qu'il a juste composé des voix, comme il disait. Oui. Qui le soir à la radio lisait ses voix, ce sont des aphorismes. Oui. Et il existe des enregistrements, mais qui étaient quasiment introuvables et que des gens passionnés ont retrouvé et peuvent nous faire entendre ces voix. Donc, quand on a accès à ces voix qui savent dire leur texte, hein, comme nous venons d'entendre. Oui. Voilà. Je connais le poème dont tu parles. Il a été publié en bilingue aux éditions RS dans la collection Poésie. RS a publié. Daniel Kovras. Ouais, c'est ça. Daniel, qui est traductrice de l'espagnol. Alors, ce que je proposerais bien, si vous en êtes d'accord tous les deux, c'est de faire entendre en français la traduction du poème que vient de lire Folo Falorzod et qui s'appelle Poupée mécanique. Et ensuite, la traduction en français d'un poème de Folour qui s'appelle L'Union. Parce qu'il me semble qu'entre le premier poème, Poupée mécanique, et le second poème qui va être lu, L'Union, se dessine en deux poèmes tout un parcours de vie, tout un parcours de désir, tout un parcours de création, depuis l'enlisement, depuis les ténèbres, jusqu'à quelque chose de vital et de lumineux. Et j'ai l'impression qu'en mettant en regard les deux, on a un raccourci saisissant de ce que peut faire la création, de ce que peut faire aussi, de ce que peut accompagner l'écriture. Si vous êtes d'accord. On t'écoute. Alors, je vais lire le premier, Niloufar lira le second. Je fais entendre le premier, Poupée mécanique. Davantage qu'elle encore, oh oui, davantage qu'elle, on peut garder le silence. On peut, durant de longues heures, le regard comme le regard des morts, figé, fixer la fumée d'une cigarette, fixer les contours d'une tasse, une fleur pâlie dans le tapis, une ligne illusoire sur le mur. On peut, de ses doigts desséchés, ouvrir les rideaux et voir, au milieu de la rue, l'averse drue, l'enfant avec ses cerfs-volants multicolores, debout sous un auvent, une vieille charrette brinque-ballante se hâtant de quitter la place vide. On peut rester planté là, près du rideau, aveugle et sourde. On peut crier d'une voix très fausse, très étrange, « J'aime ». On peut, dans les bras puissants d'un homme, être une femme belle et bien portante, au corps comme une peau de chamois, au sein épais et lourd. On peut, dans la couche d'un ivrogne, d'un clochard, d'un fou, souiller la chasteté d'un amour. On peut, de sa perspicacité, déjouer
toutes les devinettes déconcertantes. On peut trouver sans aide la solution des mots croisés. On peut découvrir sans aide une réponse inutile et rendre son corps joyeux. Une réponse inutile, oui, 5 ou 6 lettres. On peut, une vie entière, s'agenouiller, la tête inclinée au pied d'un tombeau froid. On peut, dans la tombe d'un inconnu, voir Dieu. On peut, dans une simple pièce de monnaie, trouver la foi. On peut, dans les recoins d'une mosquée, moisir, comme un vieux pèlerin récitant ses prières. On peut, comme un zéro, dans toutes les opérations, obtenir continuellement le même résultat. On peut, dans leur cocon de colère, prendre tes yeux pour les boutons décolorés d'une vieille chaussure. On peut, comme l'eau, sécher dans sa flaque. On peut avec honte cacher la beauté d'un moment, tel un instantané noir et ridicule au fond d'un tiroir secret. On peut, dans le cadre las et vide d'une journée, accrocher l'image d'un condamné, d'un vaincu, d'un crucifié. On peut, avec des masques, dissimuler les lézardes des murs. On peut se mêler à des images plus absurdes encore. On peut être comme une poupée mécanique et regarder son monde de ses yeux de verre. On peut, dans sa boîte tapissée de tissus, avec un corps garni de paille, dormir des années parmi les dentelles et les paillettes. On peut, à chaque pression lascive d'une main, s'écrier sans raison « Ah, comme je suis heureuse !» Merci Franck. Dino? Donc, oui, de la poupée mécanique à la femme de l'Union, Foulour a évolué. Effectivement, c'est un parcours de vie. Vous allez voir que le poème est extrêmement clair dans l'évocation du plaisir féminin, avec une transparence, une candeur, une beauté absolument inouïe en poésie. Avec une référence aussi à la poésie mystique persane, notamment celle de Rumi, où l'union mystique avec le divin génère une série d'images que Foulour reprend ici à son compte pour parler de l'union sexuelle, ce qui est, encore une fois, extrêmement novateur, extrêmement osé, extrêmement courageux. Alors je lis ce poème qui s'appelle « L'Union ». Oh, ces prunelles sombres, mes pures sous-filles solitaires, tournoyant dans ses yeux jusqu'à l'ivresse. Je le vis ondoyer sur tout mon corps, comme la chaleur rougeoyante du feu, comme la réverbération de l'eau, comme un nuage chargé de pluie, comme le ciel dans le souffle des saisons chaudes. Voici qu'il s'était déployé vers l'infini, au-delà de la vie. Je vis la chair de mon être se dissoudre dans le souffle de ses caresses. Je sentis le battement envoûtant de son cœur affolé résonner dans mon cœur tout entier. L'heure s'en alla. Le rideau s'envola avec le vent. Je l'avais enlacé dans le halo de l'incendie. Je voulais parler, mais ô prodige! Le flot ténébreux de ses cils coula du fond de l'obscurité comme les franges d'un rideau de soie le long du sillon du désir, et ce spasme mortel jusqu'au plus profond de moi. Et je fus libérée, et je fus libérée. Je vis la peau de mon corps éclater par la dilatation de l'amour. Je vis ma forme ardente fondre doucement et couler, couler.
coulé. Dans la lune au fond de l'abîme, la lune bouleversée et floue, nous avons pleuré l'un dans l'autre, comme des fous, nous avons vécu l'un dans l'autre tous les instants fugaces de l'union. Merci. Et donc, dans votre travail, on va partir à la recherche d'autres perles. Donc, on a entendu la voix de cette poétesse de l'année 900, des années 900 à 1000, de cette voix quasiment contemporaine, hein, Oui. de Forough. Qu'est-ce que vous aimeriez nous faire découvrir maintenant? Quelle voix? Je crois ne pas me tromper, Niloufar, si je dis que nous aimerions faire découvrir la voix de Nadia Anjuman, une voix afghane. Afghane, oui. Une voix afghane. Nous aimerions faire entendre la voix de Nadia Anjuman, qui est une jeune femme, qui était une jeune femme de la ville de Herat, ville de haute culture en Afghanistan. Et elle venait d'une famille de haute culture. Elle a épousé un homme, elle était jeune quand elle a épousé cet homme. Elle a eu un bébé. Ils ont eu un bébé, mais Nadia Anjuman voulait publier de la poésie. Elle voulait créer et faire connaître sa création. Et elle voulait étudier à l'université. Et son mari ne l'a pas supporté. Il n'a pas supporté que sa femme, son épouse, veuille afficher sa liberté en écrivant et en publiant la poésie et en allant étudier à l'université. Et ne le supportant pas, il l'a rouée de coups et elle est morte sous les coups de son époux, en fait. Et après sa mort, ses poèmes ont été publiés dans un recueil et ils ont connu un large écho dans tout l'Afghanistan, en particulier l'un de ces poèmes qui s'appelait, dans le titre choisi par Nadia Anjuman, En vain. Et ce poème est devenu très célèbre quand une grande chanteuse d'Afghanistan l'a interprété en chanson sous le titre d'Orte Afron, c'est-à-dire Fille d'Afghanistan. Et ce poème de Nadia Anjuman est très célèbre en Afghanistan. Il est devenu célèbre ailleurs dans le monde et il est souvent devenu le symbole des malheurs des femmes d'Afghanistan, en fait. Et je vous propose de le lire en français, dans la traduction française. Je n'ai nul désir d'ouvrir la bouche. Que puis-je chanter? Objet de la haine de mon temps, que puis-je chanter? Plus de miel, mais du poison sur mes lèvres, que puis-je chanter? Maudit soit le poing du tyran sur ma bouche fracassée. Nul en ce monde ne partage ma peine, nul que je puisse embrasser. Que sert de rire ou parler, de vivre ou pleurer? Captive dans une cage sans joie, sans espoir et sans désir, à quoi bon être né pour se faire bâillonner? Oui, ô mon cœur, voici le printemps, mon cortège de plaisir, mais qui a les ailes attachées, comment pourrait-il voler? Je me suis longtemps tu, mais n'ai pas oublié l'art de chanter. Mon cœur tout ce temps, tout bas, a fredonné. Un jour, je le sais, je vais mes barreaux briser, fuir cette solitude et, ivre de joie, chanter. Je ne suis pas tremblant dans le vent, chétif peuplier. Je suis fille d'Afghanistan, née pour ces tristes chants exhalés. Et je crois que Niloufar aurait plaisir à lire un autre poème de Anjuman, si tu veux bien, Niloufar. Oui, on a un
très joli poème de Nadia Anjoman qui s'appelle « Fleurs de fumée » que je vais vous lire. Le sentiment de vide en moi déborde, et cette abondance du rien, parfois enfièvre mon âme en jachère et la rend frémissante. Cet étrange bouillonnement sec à mes poèmes de papier soudain donne vie. C'est une fleur qui éclot, une fleur non pareille, mais hélas, sa robe reçoit couleur et parfum des volutes de fumée. Alors, nous venons de rendre un hommage à la poésie, à la partie afghane de cette anthologie. Et nous aimerions aussi faire une place ce soir à la poésie tadjike, à la poésie du Tadjikistan, en faisant entendre deux poèmes de la très grande poétesse du Tadjikistan, Gulrukhsor Safieva, qui est vivante, qui est née en 1947 et qui continue à écrire et à publier. Et nous voudrions faire entendre deux poèmes, un poème très bref qui est une sorte d'hommage à l'Iran et à la poésie persienne et qui dit le lien qui reste entre tous ces pays qui ne sont pas l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le lien qui est très puissant entre ces pays et l'Iran. Et ensuite, un autre poème qui part sur d'autres voies, en fait, mais où apparaît toujours une référence à la poésie d'Iran, en fait. Donc, Niloufar, si tu veux. Je les lis? Oui. Tu veux les lire? Ouais. Oui, je veux bien. Alors, le premier est très bref. D'Iran rapporter des fleurs à planter, chatoyantes et embaumées, les poèmes de Hafez. D'Iran, rapportez-moi pour présent des coupes et des vases, les poèmes de Hafez. Et le deuxième, tu pensais à la coulée de la gazelle? Peut-être plutôt à Cri secret. Cri secret, d'accord. Oui. Cri secret. Celle qui adore un cruel qui ne l'aime pas, c'est moi. Celle qui partage son sort avec un vaurien qui ne la mérite pas, c'est moi. Celle qui mêle à son chant ses sanglots secrets, c'est moi. Celle qui au cœur de la nuit crie à son oreiller, c'est moi. Celle qui toujours subit sa mauvaise étoile, c'est moi. Celle qui jusqu'à la lie boit l'absence, et tu attendais calme dans ta chambre de patience. Oh, pardon, je me suis trompée, je reprends. Celle qui toujours subit sa mauvaise étoile, c'est moi. Celle qui jusqu'à la lie boit l'absence de sa fille, c'est moi. Celle qui a trop s'effacer a perdu sa force et sa joie, c'est moi. Celle qui de rire s'enivrait et méprisait le chagrin, c'est moi. Celle qui follement croit être Saadi, génie du Ghazal, c'est moi. Nul en ce monde, je le vois, n'est aussi infortuné que moi. Merci. Alors, où nous faire voyager maintenant dans cet univers persanophone? Eh bien, nous pourrions partir en dehors des limites strictes de l'univers persanophone territorialement défini. Nous pourrions partir dans le monde entier, là où se trouvent des poétesses persanophones de l'exil, des poétesses de la diaspora, qu'elles soient afghanes, iraniennes ou tadjiques. Et donc, nous pourrions faire entendre désormais, nous vous proposons de vous faire entendre désormais des voix de femmes iraniennes, afghanes, des États-Unis, de la Suède, de la France, et qui écrivent et qui publient souvent en persan et parfois dans la langue de leur nouveau pays. Oui. Alors, qui commence? Alors, je vais lire un poème de Mona Oroi, qui est une Iranienne qui vit en Suède, donc qui est née en 1973.
Et alors, on voit que le ton se libère, évidemment, au contact des cultures étrangères, européennes, occidentales. Cette poésie iranienne de la diaspora, évidemment, va se métisser de ces tendances et on va trouver des tonalités différentes. On se libère aussi des formes classiques du ghazal, des formes traditionnelles. Alors, Mona Oroyi, elle écrit un poème un petit peu plus léger qu'on a choisi de mettre pour donner aussi un peu de légèreté à ce recueil où il y a beaucoup de poèmes de souffrance des femmes. Donc ici, on peut sourire un peu. Donc, ça commence comme ça. Femme cherche homme. Je suis une femme de 28 ans avec des habitudes étranges et des erreurs grosses comme elle. Tous les matins, je me brosse les dents. Je vais au travail et m'assieds à mon bureau. J'échappe à mes peines en lisant les petites annonces dans le journal. J'ai traversé bien des orages. Je respecte les droits de tous les êtres vivants, même des êtres humains. Aux gratifications immédiates, je préfère le but atteint après un rude chemin. Je boycotte le cinéma. Les talons hauts et les jupes courtes sont du temps en moins pour penser. Mon Dieu est bon. Il a créé l'enfer pour tourmenter ma conscience et le Viagra pour perpétuer mon espèce. J'accepte d'être un être humain malgré tous les désagréments. Dans ce monde au plafond lézardé où pleuvent les bombes chimiques, il faut être stupide pour souhaiter être un ange et coudre des ailes à ses épaules blessées. L'homme que je cherche doit partager mes croyances. Il ne doit pas vivre dans les livres, ni tendre l'autre joue à la brute. Il doit correspondre à mes 2 critères. Primo, être toujours sur le départ. Deuxio, n'obéir qu'à ses chaussures. Merci. Alors peut-être un retour à quelque chose de plus douloureux avec une poétesse afghane qui vit en exil aux États-Unis et qui s'appelle Bahar Saïd. Et son poème s'intitule Singulier Femme. Si je pouvais sur la fumée pleurer, sur le destin noir et amer des femmes, je pleurerais. Sur le cri de Nadia Anjoman agonisant, au coup de poing et de botte de son mari, je pleurerais. Sur chaque mot, sur chaque rasal écrit, du sang des veines tailladées de Rabia Balri, je pleurerais. Sur la chaîne de la honte qui entrave les femmes, sur Forour, luttant dans ses liens et ses fers, je pleurerais. Sur Tohéré, étranglé une nuit, sur l'agonie palpitante de sa vie, je pleurerais. Sur les femmes lapidées, à moitié brûlées, aux têtes clouées, sur le corps épié des femmes, je pleurerais. Sur les récits de ces femmes suicidées, sur l'image de ma patrie dans le monde, je pleurerais. Sur le décret du Mollah à l'entrée du paradis, sur la fatwa lancée chaque matin contre Bahor à la mosquée, je pleurerais. Et donc là, ce sont des exemples de poétesses qui sont contemporaines, Oui, pour la plupart, oui. de la diaspora. Oui. Parce que le projet d'anthologie se termine, parce qu'il est aujourd'hui encore un manuscrit, qui deviendra sans doute un livre un jour. De toute façon, ça deviendra un livre, nous le savons, d'une façon ou d'une autre, mais nous cherchons à lui rendre une audience la plus grande possible. Donc, nous cherchons un partenaire français pour l'instant pour pouvoir nous accompagner dans cela. Qu'est-ce que vous aimeriez... Est-ce qu'il y a une intention... Enfin, il y a sûrement une intention quand même dans le fait d'avoir choisi ces poétesses. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler un petit peu quelles sont vos attentes, par exemple, de ce que ce livre pourrait engendrer comme intérêt ou comme réaction? Sans doute, c'est multiple.
Oui, oui, oui. Franck, tu veux commencer? En fait, quand Niloufar et moi, ou Niloufar seul, ou moi seul, nous faisons des présentations de poésie persane, il y a un attrait immédiat pour ce type de poésie. Quand nous lisons en persan ou en français de la poésie d'Iran, de la poésie d'Afghanistan, il y a un enthousiasme. Ça rencontre l'enthousiasme du public, l'enthousiasme de l'auditoire. Très facilement, le public part avec nous dans un grand voyage, un voyage musical, un voyage imaginaire, ailleurs, dans un autre espace, dans une autre culture, dans une autre langue, dans une autre musique, dans une autre poésie. Consacré à l'intérieur de cet espace imaginaire et poétique de la place aux voix de femmes, je le disais tout à l'heure, mais peut-être est-ce le moment de le dire avec une particulière force, c'est consacrer une place à des voix de femmes qui ont vraiment, payé un prix souvent très élevé. Vous l'avez entendu avec cette sorte de martyrologue de Bahar Saïd à propos de toutes ces femmes martyrisées. Continuer à faire résonner ces voix, continuer à faire entendre ces voix par un livre dont on espère qu'il sera bilingue, c'est vraiment quelque chose de culturellement important, de politiquement important, dans notre contexte, en outre dans un contexte qui est très favorable d'ailleurs en ce moment à ce type de publication. Il y a un enjeu à la fois de poésie, à proprement parler, mais évidemment, à travers cette poésie-là, il y a un enjeu politique qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours ouvertement politique, mais qui l'est fondamentalement, en fait. Exactement. Oui, en fait, il y a un travail de justice. Moi, je vois là un travail de justice et rendre justice à des femmes qui n'ont pas été entendues, qui ont été injustement emmurées dans le silence des siècles. Donc, il y a un côté presque militant. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a le projet est, intrinsèquement féministe, puisque voilà, il s'agit de femmes, mais c'est politiquement féministe aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire entendre ces voix qu'on aurait dû entendre il y a longtemps, et leur rendre justice, oui, c'est ça. Ce qui est dans l'intérêt pour la poésie iranienne en particulier, pour pas dire persanophone, se remarque quand on donne à entendre ces poèmes. On le sent. Alors, en fait, il y a, quand on présente la poésie persane en bilingue, le public est, disons, prédisposé, je dirais, avec une forme de curiosité spontanée. Que ce soit, pour deux raisons, à mon avis, deux éléments différents. D'abord, il y a une curiosité pour cet Orient, quelque chose de l'ordre d'un intérêt exotique, en fait, pour un Orient assez mal connu au bout du compte. Oui, une large partie fait d'image, en fait. Donc voilà, le public est prêt à partir avec nous dans ce voyage imaginaire. Et par ailleurs, le public découvre des choses dont il n'avait pas idée. Une bonne partie du public, au bout du compte, est restée coincée au début de la révolution iranienne pour l'Iran. Beaucoup de Français, de Belges sont restés à l'image de l'Iran de 1980 et s'imaginent qu'en Iran, toutes les femmes portent le tchador et que rien n'a bougé. Et d'un seul coup, on fait entendre autre chose. Alors, certes, des paroles qui ont des difficultés parfois à se faire entendre, mais au bout du compte, des désirs qui s'expriment, une liberté qui cherche à s'exprimer, une force, une énergie, une vitalité qui s'exprime par la poésie, en fait. Une diversité aussi qui s'exprime au-delà de stéréotypes bien connus. Et l'autre chose aussi qui se produit à tous les coups pendant les présentations bilingues, c'est l'étonnement
devant la beauté de cette poésie, la force de cette poésie et l'étonnement devant la beauté de cette langue et de la poésie en persan. Souvent, les auditeurs les spectateurs sont séduits par la musique de cette langue, en fait. Sans doute on parlait initialement d'un rapprochement possible entre l'Iran et l'Italie, mais il y a très certainement un rapprochement possible à faire entre la musique de la langue italienne, qui est une langue, en raison de la nature de son accent, profondément musical, essentiellement musical. Il y a un rapprochement à faire entre l'italien, qui est une langue profondément musicale, essentiellement musicale, et le persan, qui est aussi une langue musicale. Tout à fait. Les deux poésies tirent parti de la nature musicale de la langue, en fait. Et là aussi, le même combat de faire mieux connaître les poétesses oui. de langue italienne. Oui, exactement. Voilà, de la même manière, voilà, quand il m'est arrivé de présenter les poèmes d'Alda Merini ou la figure d'Alda Merini à un public français à Marseille, où j'habite désormais, la question qui arrivait pendant l'entretien, c'est pourquoi une voix de femme? Au début, j'étais étonné qu'on me pose la question. Je n'avais pas imaginé qu'on pouvait me poser la question. Et si on me la pose, en fait? Ça me fait penser que l'autre jour, nous étions en Italie, pour des raisons familiales. Nous étions de passage aussi à Cervia, qui est une ville où a transité une autre grande auteure, Grazia Deledda, oui. Que notre fille connaît bien, parce que le nom lui plaît, le nom de Grazia Deledda lui plaît beaucoup. Et donc, dans ses jeux d'enfants, elle aurait fait une sorte de grand-mère d'une de ses compagnes imaginaires, vous voyez, vous imaginez un peu la chose. Et Nadia lui disait, mon épouse lui disait, ça a été la première et je crois même la seule femme italienne à avoir le prix Nobel de littérature. Ça, oui. Et bon, elle comprenait pas ce qu'était le prix Nobel, on lui a un peu expliqué, mais elle comprenait pas alors que cette reconnaissance n'ait pu être donnée qu'à une seule, hein, pour le moment. Donc voilà, c'est un travail en chemin. Et je pense aussi que par rapport à la poésie persanophone et orientale, il est important de... Voilà, on partira ce dimanche tout à fait ailleurs, mais nous y partirons avec une femme qui est d'ailleurs de Marseille aussi, Shadi Fati. Ah oui, oui. Shadi Fati, qui est une grande musicienne de musique traditionnelle iranienne, avec Bijan, hein, ils sont en train de travailler leur deuxième disque. Et ce qui nous a fait nous rencontrer avec Shadi, c'est un soufi, c'est Michel Raji, lors d'une performance au festival, mais c'est aussi ensuite la poésie de Sorab Seperi, parce qu'elle savait que nous l'avions publié. Et alors elle a décidé, partout où elle pouvait, de faire la promotion de notre livre. Donc quand elle était invitée aux lectures sous l'arbre qu'organisent les éditions Chênes, c'est le livre qu'elle portait. Donc là, on aura l'autre pendant, plus masculin, enfin avec Shadi Fati quand même, mais avec les anciens, mais elle nous parlera de son accès à la poésie dans son enfance, surtout de rapport de son émergence en tant que musicienne, de comment la poésie et la musique l'ont aidé à survivre pendant la guerre Iran-Irak. Et donc avec la nuit, avec les bombardements, avec tout ça, voilà, c'était les grandes veillées de poésie, hein, comme la fête Yalda, hein, qui est la fête de la lumière finalement, hein, qui est la fête qui nous amène à la lumière. Et donc c'est aussi pour cela que la commune d'Anderlecht a mis l'Iran à l'honneur en mars et avril, c'est Pascal Nowrouz. Donc ces peuples qui continuent de fêter ce que nous ne fêtons plus, c'est-à-dire le Nouvel An. Le vrai Nouvel An, je dirais, qui est le printemps. Hein. Est-ce qu'on pourrait alors se quitter avec encore un choix de chacun de vous, et peut-être avec un poème de chacun de vous? Lu par chacun d'entre nous, tu veux dire? Oui. Alors... Et que vous me lisiez un poème de vous aussi, que vous écrivez. Ça, je ne vous avais pas prévenu, hein, mais c'est la surprise de fin de session. Maelstrom, c'est l'improvisation, toujours.
le principe de technique de la scène ouverte. Il faut que vous y habituez un peu si vous voulez être dans la troupe. Dans le maelstrom. Voilà. Alors, ce que nous pourrions faire c'est quand même prétentieux hein, d'appeler des rencontres dans le maelstrom de l'Iran parce que voilà, on se demande qu'est-ce qui va avaler l'autre. Donc, à tous nos amis iraniens d'Iran qui peut-être nous verront un jour, s'il vous plaît, voilà, c'est respectueux. Dans le maelstrom d'Iran, c'est parce que c'est un vrai maelstrom. Tout pays vivant est un maelstrom, est un tourbillon. Surtout l'Iran. Voilà. Ce que je propose, c'est bien de faire entendre deux voix de femmes de l'Iran, originaires d'Iran, mais qui vivent désormais en France ou en Belgique et qui écrivent en français. Je propose que Néloufar lise un ou deux poèmes d'Ozodé Nishapur, qui est né en Iran, qui vit en France et qui écrit en français. Et ensuite, moi, je lirai un poème d'une poétesse originaire d'Iran et qui vit en Belgique. Ok, on va suspense. Suspense. Alors, je lis le texte de Ozodé Nishapur que j'aime beaucoup, qui est une poétesse qui vit en France. Chaque nuit, à la même heure, un train traverse mon sommeil. Un jeune homme me tend une fleur. J'ai 6 ans au bras de ma mère, dans le train qui nous mène à la mer Caspienne. Souvenir d'un instant pour le voyage d'une vie. Sur la route de soie, je ferme les yeux. Une petite fille, au milieu de l'aéroport, les bras encore chargés de nuages. Bienvenue au large d'exil. Sur la route de soie, j'ouvre les yeux et je vous vois. Se peut-il qu'aujourd'hui, mes mots voyagent plus loin que moi? Et un deuxième. Il faut que je vous dise, je ne suis pas celle qu'on vous présente. Ceci n'est pas une personne, mais une personne. Méfiez-vous de la forêt qui cache l'arbre. Voilà. Ozodé Nishapur, l'a bien nommé. Et Franck, je voudrais lire maintenant donc un poème d'une poétesse née en Iran et qui a vécu en France et vit désormais à Bruxelles. Et il s'agit de Néloufar, ici présente. Et je voudrais lire un poème de Néloufar qui est un hommage à Forough Farrokhzad. Nous avons entendu le poème de Forough, Poupée mécanique. Le poème de Néloufar s'appelle Poupée rebelle. Ta beauté est résistance, poupée aux lèvres pulpeuses, au nez mutin, artificiel. Ton maquillage criard est un étendard, une bannière de liberté. Ton foulard écarlate, la beauté qui te fut donnée, une arme de combat. La soie de ta peau, tes poignets si fins, défient les chaînes du tyran. Tu n'es pas une poupée de cire, sagement rangée dans sa boîte, tapissée de satin. Tu es une poupée vivante, au corps tendu, armée pour le combat. Et tu penses aux moyens de ta lutte, tes cheveux d'or, tes lèvres rouges, tes ongles rutilants, tes yeux noircis de colle, ton visage peint, des couleurs de la guerre. Merci Franck. Merci Franck. Alors Franck est allé chercher sa propre poésie. Alors, je viens de prendre le recueil auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est, je ne sais pas si on voit, c'est mon propre recueil qui s'appelle Poésie persane et il a été publié aux éditions des Grettes en 2019. Et ici, il y a une grenade
qui est un symbole si important dans la poésie persane et dans la culture d'Iran. C'est une grenade qui a été dessinée par une amie qui s'appelle Katoyoun Sabzevari. Et je vais prendre un poème. Alors, dans ce recueil, il y a une section consacrée aux voix de femmes, justement. Je pourrais lire ce poème. Je vais lire. Je cherche celui qui. Voilà. J'ai employé souvent cette expression ce soir, le prix à payer. Eh bien, c'est le titre d'un des poèmes que j'ai écrit, Le prix à payer, où j'imagine un dialogue entre Forough et son fils. Et donc, alternativement, il y a la voix de Forough et la voix de son fils, devenu adulte. J'ai écrit ce poème pour toi, mon enfant, moi la captive, la fugitive. Loin de toi, mère, non-mère, mère au désert. Forough est un vide dans mon cœur. Demandez au désert ce qu'il sait de l'eau vive. Tu me chercheras dans mes poèmes et tu diras, c'était ma mère. Je connais les poèmes de ma mère mieux que ma mère. Sans toi, nulle étoile, sans toi, nul matin. Mes tableaux, mes dessins ne montrent que toi, lumière dans la nuit. Comment vivre dans une cage parmi les faux dévots? Les chants désespérés ne sont pas toujours les plus beaux. Merci Franck. Merci à toi, David. Alors on a fait comme l'autre soir finalement, le temps d'un match de foot. Oui. La poésie peut durer au moins le temps d'un match de foot. Et pour l'instant, on peut dire qu'elle a quasiment autant de spectateurs, ce qui est rare. C'est vrai. Hein, vu que voilà, le foot, pour l'instant, n'a pas beaucoup de spectateurs en vrai. Voilà, le dernier commentaire. On va saluer tous nos amis ici. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle le troisième rendez-vous avec Shadi Fati, que je vous conseille vraiment de rencontrer, de connaître, que j'espère pouvoir compter parmi les nôtres au festival, non pas là au mois de mai, parce que ce festival-ci aura la particularité d'être en 2 temps. Un premier temps en extérieur du 13 au 16 mai, vu que c'est seulement des événements extérieurs que nous pourrons réaliser. Et deuxième temps du 24 au 26 septembre, en même temps que le premier marché de la poésie à Bruxelles, qui a entre le Poétique Bazar. Donc il y aura le festival au Sangor le soir, dont nous ferons là uniquement des soirées en intérieur. Donc notre 15e édition se partage en deux, hein, comme dans la lame du tarot du diable d'ailleurs. Hein, il y a 2 personnes, hein, le 15, c'est deux petits personnages qui sont soudés par Latanor. Et donc ça s'appelle Latanor d'ailleurs, c'est les chants de la transition Latanor. Les chants de la transition, c'est pendant 4 ans. Je vous l'explique à vous parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler encore. Hein. C'est pendant 4 ans, donc c'est jusqu'en 2023. Alors j'espère que ce n'était pas prémonitoire parce que nous avons conçu cela avant la période Covid. Oui.
Et comme de plus en plus de gens disent, ouais, mais de toute façon, on va commencer à se libérer en 2024, je dis, ben mince alors. Voilà. J'espère que, bon, quoi qu'il en soit, les champs de la transition nous accompagnent jusqu'en 2023. Ah oui. Je vois le comment. En même temps, comme je suis un passionné de foot italien, il y a des matchs même qui peuvent être passionnants, mais avec la poésie, c'est quelque chose. Voire poétique. Voilà, ça reste, voilà, il y a des, voilà, c'est très tragédique parfois, hein. Plus que la poésie, on est en pleine tragédie parfois, en tragicomédie. Mais c'était fait avec profondeur, avec tact, avec douceur aussi. On a pu entendre la voix aussi de Forouk, qui était vraiment du miel pour nos oreilles ce soir, comme les vôtres. Hein, mais entendre cette voix venant de loin comme ça, c'était très très particulier. C'est bouleversant, oui. Là, vous avez le bonjour de Monsieur Olivier Laval-Coeliance. Oui. Et Caroline Olivier, ce sont de très chers amis de Dijon avec qui je suis allée en Iran. Okay. Et qui se sont donné la peine d'apprendre des mots de persan et de voir des films de Kiarostami. Donc, ils ont fait ça très sérieusement. Ok. Eh bien, voilà. Suite, pour votre projet, suite au meilleur et au pire des cas, de toute façon, nous l'avons dit, en 2022. J'essaie de ne plus me tromper dans les dates parce qu'on est tellement... Oui. On ne sait plus. Comme on parle toujours de Covid-19, on a l'impression qu'on n'est qu'en 2020, vous voyez. Donc, donc, on est en 2021 maintenant. Oui. Donc, voilà. Vous êtes encore au travail, en fait, sur cette anthologie parce que oui. Votre éditeur principal, je pense, vous a suggéré d'étoffer certaines parties. Oui, voilà. C'est ça, on l'a entendu dire. Voilà, que ce serait bien que certaines poétesses du lointain passé, que l'on puisse goûter un peu plus à cela. Non, il n'y a pas encore de souscription, nous la ferons en 2022, ce sera et sur le site et souscription en même temps. Nous ne faisons pas de l'argent un obstacle. Bon, nous avons la chance d'avoir des petites subventions, mais nous avons décidé de toute façon, comme je dis, dans le meilleur ou le pire des cas, parce que c'est un peu moi, je dis dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, mais plus restreint, Maelstrom publiera cette anthologie. Ça, je m'y suis engagé et je me réengage ce soir. Seulement, voilà, comme c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur et donc je pense que la diffusion en France mériterait un peu plus de facilité que nous n'en avons pour l'instant, vu que tous les distributeurs sont un peu saturés, sont pas un peu, ils sont saturés. Donc, nous sommes sur liste d'attente chez des prestigieux distributeurs, mais c'est pas de mal à veille qui vont se désaturer. Et donc, voilà, j'ai lancé la perche à une personne en particulier que je ne citerai pas ici en direct. Ce serait un peu pour voir si l'aventure d'une coédition pouvait le tenter ou les tenter. Donc, je relancerai tant que la réponse ne viendra pas. En tout cas, voilà, c'est une très, très belle... expérience, c'est un très beau travail et comme beaucoup dans la traduction de poésie, parce que parfois on a des financements, parfois on n'en a pas, mais au départ, je connais très rarement des poètes qui attendent, par exemple, d'avoir des assurances de financement pour traduire d'autres poètes. Ils y vont, oui. Et ensuite ils cherchent le réceptacle du projet. Donc c'est une aventure de passion. Et comme on dit souvent et je pense que c'est pas complètement faux, que quelque part il faut être poète ou poétesse pour traduire de la poésie. Vous, quelque part, vous le démontrez encore d'une autre façon, c'est que vous avez fini par devenir poète et poétesse aussi avec la traduction de la poésie. Oui. Mais ça veut dire que c'était là en vous, de toute façon. Oui. Hein, parce qu'on ne pourrait pas traduire de la poésie s'il n'y avait pas cette fibre qui nous relie au poème, quoi, qui nous relie à l'essentiel. Alors, je ne vais pas m'empêcher là du plaisir de t'entendre lire en italien ce commentaire, Franck. È stata una serata emozionante, bellissime anche le vostre poesie, complimenti. Grazie anche a Maelstrom. Grazie Héloïse et Romani. J'en profite pour dire qu'il y a d'ailleurs une revue en ligne
qui a publié un portrait interview des éditions Maelstrom, la librairie Maelstrom récemment. Donc, ça faisait plaisir de voir l'Italie se réintéresser au projet qui, quand même, reste très italien pour nous, au départ, très italo-français, parce que nous avons vécu beaucoup en France aussi, à quelques-uns. Et donc, voilà, je vous invite dimanche, 18h, ce sera 18h et pas 21h, pour rencontrer Shadi, qui nous fera entendre aussi son accès au poème par le rythme. Parce que c'est, par exemple, on l'entendait aussi beaucoup dans ce qu'on entendait chez Folok, le rythme. C'est pas seulement la musique, on parle de musicalité, mais c'est le rythme aussi. Oui. Pas exactement. On va dire c'est presque la même chose, mais le rythme précède quelque part la mélodie. Le rythme et la mélodie sont encore deux choses un peu différentes quand même. Et on sait que c'était hyper important chez Rumi. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire par beaucoup que cette poésie traduite ne rend absolument rien de ce qu'elle provoque en persan, où la danse même est conviée au cœur même du poème. Et ça, c'est d'ailleurs l'auteur qu'on a entendu l'autre soir, Evrahim Baran, qui avait traduit donc 2-3 poèmes, juste pour le plaisir. Alors, il est chargé de nous faire un petit livret de poésie de Rumi, retraduite par lui, qui essaye de rendre un peu le rythme de cela. Oui, Franck? Oui, la poésie iranienne est née en même temps que la musique iranienne. Les deux existent conjointement dès l'origine. La musique existe pour la poésie en Iran. Et la poésie de Rumi est rythmiquement faite pour susciter un état de transe mystique. Donc là, c'est une sorte d'aboutissement et de radicalisation d'une tendance de la poésie iranienne. La poésie de Rumi est faite pour susciter une transe liée au rythme. En fait. Et sans doute que la période maintenant est prête pour entendre ce genre de poésie dans ce qu'elle pourrait rendre, vu que nous avons de plus en plus de travail sur la poésie dite performative. Où le rythme, la voix et le corps et le ton sont... Voilà, peut-être que nous, occidentaux, sommes peut-être enfin prêts pour recevoir ce genre de poésie retraduite et donc restituée autrement. Donc, voilà, de ce que j'ai entendu, de ce que j'avais déjà lu, parce que j'ai quand même lu aussi toute l'anthologie, mais l'entendre, c'est encore autre chose. Je trouve que votre travail de traduction est vraiment, vraiment remarquable. Je tenais à vous le dire devant tous ceux qui vont nous écouter. Merci. Et donc voilà, cette vidéo va rester sur la page de la Maison des Voyageurs sur Facebook, mais sera bientôt aussi accessible sur la chaîne Maelstrom ITV, donc la chaîne de Maelstrom, de la rubrique Rencontres avec des auteurs. On a une playlist qui s'appelle Rencontres avec des auteurs. Pas plus tard que maintenant, je vais simplement télécharger la vidéo et la charger sur YouTube. Comme ça la rend un peu plus pérenne dans le temps. Et indépendante du réseau de Marc. C'est parfait. Voilà, chez nous, Marc. Merci, David. Merci à toi, David. Dernier commentaire. Remarquable soirée. Remarquable, voilà, remarquable, je suppose. Remarquable Taya. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, David. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.